Bien, bah, écoutez, merci d'être resté en grand nombre, puisque c'est vrai que la dernière table ronde nous amène tout doucement en fin d'après-midi. Donc, alors première chose que je voulais souligner, vous voyez sur la première diapo le nom de Jean-Michel Durafour, qui n'est pas là pour des raisons de santé. Donc, il s'excuse auprès de vous, auprès de nous. Du coup, dans les 5 personnes qui ne sont plus que 4, il manque Jean-Michel Durafour, qui est philosophe esthéticien. Et de ce fait-là, nous nous trouvons dans cette table ronde les 4 plasticiens, 4 des 8 plasticiens et artistes, puisque Barbara est danseuse, qui participent à l'exposition. Et vous en avez déjà vu 4 qui étaient répartis dans les précédentes tables rondes. Je le précise parce que finalement, cette table ronde est très bien placée en dernière position parce qu'elle a pour arrière-plan, vous allez le voir, je pense, au fil des images qu'on va vous montrer. En arrière-plan, il y a toutes les autres, puisque à travers toutes les pratiques qu'on va vous montrer, que ce soit les nôtres ou des repères historiques, on va voir l'influence de tous ces concepts qui ont pu être abordés dans les précédentes tables rondes. Et ça montre peut-être, il faut commencer par ça, que le biomorphisme n'a jamais réussi à se constituer comme concept artistique à part entière, puisqu'il a traversé beaucoup de mouvements qui, à partir des années 30, ont été formulés avec le mot biomorphisme, mais il n'a jamais été question d'un courant d'art biomorphique dans le XXe siècle. Et ça continue. Il n'y a toujours pas, je pense que ça durera même après cette exposition, il y a... Comment ? Voilà, donc c'est peut-être ça l'idée principale qui va traverser notre table ronde dans la manière dont on va vous présenter tout ça, c'est que le biomorphisme est quelque chose qui est plutôt une donnée traversante et qui n'est pas une donnée, bien qu'on essaye de le présenter ici comme concept esthétique, qui a du mal à circonscrire de manière précise, on l'a vu à travers les différentes tables rondes précédentes, à circonscrire quelque chose qui soit très précis. On a toujours besoin de le relayer par d'autres choses. Vous l'avez certainement remarqué, en tout cas moi ça m'a frappé pendant les différentes tables rondes. Alors, on le relie à l'empathie, on le relie à beaucoup d'autres choses, mais on se contente finalement de dire que bios et la vie est morphe et morphée, donc la forme. Et l'association entre ces deux termes semble infinie dans ces déploiements peut-être. Alors, on va tout de suite voir qu'on a présenté, comme on est plutôt les quatre participants à l'exposition, on va, avant de voir comment, à travers nos propres approches, la notion de biomorphisme peut prendre sens dans la deuxième partie, pour ouvrir le plus vite possible au jeu des questions-réponses. Mais dans un premier temps, il nous a semblé intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a traversé la pensée des artistes pour en arriver à, dans les années 30, à employer le mot de biomorphisme dans la critique d'art. Et donc on va rentrer tout de suite dans ce jeu des repères historiques et des contextes de développement d'un art biomorphique sous forme de jalons, comme ça, avec des diapositives qui se veulent un peu récréatives, puisqu'on reconnaît au passage des choses très connues à chaque fois dans les premières images. Donc évidemment, la première chose qui tombe sous le sens, une fois qu'on a dit que le terme de biomorphe n'arrive qu'à la fin du 19e, en fait, avec Adon. Je crois qu'on a la date exacte sur cette deuxième image, voilà, tout en haut. L'anthropologue, biologiste et zoologue anglais, Kurt Adon, c'est pour la première fois en 1895. Le terme biomorphe, et même pas encore biomorphique. Vous voyez, donc c'est pas une notion, le hic de biomorphe ne vient qu'après, quand tout ça peut se penser en constellation et au carrefour d'une foule de nouvelles choses qui apparaissent à la fin du 19e, qu'elles soient d'ordre technique, je pense à la photographie, à la stéréoscopie, on va y revenir vite, ou d'ordre scientifique. Alors voilà, évidemment, la biologie, bio, et on le retrouve dans les deux mots,
Juste une petite citation de Simon Diner, qui a écrit un article sur le biomorphisme dans la culture artistique moderne, mais récemment. Toutes ces conceptions donnaient le sentiment que la biologie était la science essentielle de l'époque, sous-entendu à la fin du 19e. Malgré leur développement, les sciences chimiques et physiques sont dans l'attente des grandes révolutions conceptuelles qui vont les consacrer. Donc on comprend bien qu'à travers les lithographies de Haeckel en 1904, un Kunstformen der Natur, ça a pu avoir une influence assez grande quand elles ont été diffusées en grande quantité. J'ai remis ce petit diagramme de Charles Darwin pour qu'on voit que cette pensée arborescente du vivant, même si elle est aujourd'hui un peu discutée par des scientifiques, date de 1837. Là, en vrac, hein, donc on a vu, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait être au carrefour de tout ça dans cette petite approche, ce petit résumé historique, l'influence de l'empathie, les philosophies de la nature, Haeckel, qu'il faut le rappeler, est aussi et pas seulement quelqu'un qui a diffusé des formes par de très très beaux dessins et de très belles planches aquarellées. C'est aussi quelqu'un qui était inscrit dans la pensée d'un monisme spirituel, hein, qui perçoit comme indissociable la matière et l'esprit, ainsi que l'homme et la nature. Il ne faut pas oublier cette opposition qui se résout entre monisme et dualisme dans l'esprit d'un Haeckel. Et justement, les mots-clés, là, c'est matière et esprit indissociables. Alors, un autre jalon, hein, je ne vais pas monopoliser forcément la parole tout le temps, hein, mes camarades vont prendre le relais dans cette présentation d'une diapositive à l'autre. La relation qui se tisse aussi fin 19e entre les images scientifiques et l'imaginaire des mondes visibles, des mondes invisibles. C'est quelque chose qui va avoir une influence énorme dans les avant-gardes, presque de manière parallèle, je dirais, à l'évolution vers la pensée cubiste, puisqu'on n'arrive pas au même type de perception de la relation entre l'image, l'imaginaire et les formes. Alors, ici, vous voyez en haut à gauche, hein, je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit, parce que ce sont des repères qui, quelquefois, renvoient à des citations, vous pouvez les lire éventuellement. On a d'un côté, dans cette image des Falconer Brothers, une image qui faisait partie de la diffusion commerciale d'un tas d'ateliers entre 1870 et encore dans les années 1930, puisque celle-là date de 1930, où la photographie sert à montrer les mondes invisibles en trichant. Premier exemple, donc, vous voyez ce chien, l'esprit d'un chien qui est entouré de coton horatique, je ne sais pas comment on pourrait dire. Pour nous, ça paraît invraisemblable qu'on ait pu marcher dans des représentations de ce type qui passaient pour vraies, qui passaient pour des représentations réelles du monde caché. Et là, on voit très bien que ce sont des formes denses et pleines. Bon, après, les deux autres photos mettent en opposition la première radiographie qui permet, dans la main de Madame Röntgen en 1895, de percer la matière. Et donc là, un imaginaire nouveau qui naît de l'imagerie scientifique, puisque Röntgen n'est pas un artiste, hein, mais cette photo est très très souvent montrée dans le monde de l'art. Je connais plein de collègues qui s'occupent d'art, qui montrent cette image comme étant très très importante dans la fabrication de formes artistiques dès le début du XXe siècle. À droite, c'est presque l'autre côté de la pièce, c'est quand on voit cette main électrisée, l'empreinte d'une main électrisée qui est réalisée donc par Hippolyte Baraduc. C'est quasiment en même temps que la première radiographie, c'est 1895-96. On voit à nouveau une autre forme, j'allais dire un autre biomorphe, qui aujourd'hui nous paraît très très familier, mais qui à l'époque montre le corps dans un état qui est complètement singulier et étonnant sur le plan visuel.
Alors le même Baraduc, regardez l'image de droite ici, si on regarde toujours la relation qui est entre image scientifique et la représentation des forces cosmiques que la photographie serait capable de matérialiser, la photo de droite est très très connue puisque Baraduc s'est complètement planté. Il pensait que le voile, c'est-à-dire les petites irisations qui sont autour du personnage, qui est son fils, hein, si ma mémoire est bonne, serait la matérialisation de son état d'âme. Donc, vous voyez, alors que c'est simplement une photo qui a été voilée, et il y a une confusion totale entre l'apparition des formes et la matérialisation de mondes invisibles. Alors tout ça, ça participe de cette ambiance, de ce climat dont les artistes vont s'emparer dès les premières années du XXe siècle, à travers quelques exemples qu'on va voir. Alors à gauche, hein, pour montrer que tout ça se tient dans des inventions du XIXe siècle, les surfaces de Riemann. Sylvie, je pense, y reviendra peut-être tout à l'heure quand elle parlera de son travail, puisqu'il n'y a pas que l'imagerie scientifique, il y a aussi la perception mathématique et topologique du monde, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui va énormément influencer sur des pratiques morphogénétiques. Et l'origine, elle est autour de 1850. Donc vous voyez, on est encore dans ce terrain qui va favoriser sur le plan technique et sur le plan conceptuel l'émergence de formes artistiques sous forme constellaire. Je l'ai répété souvent, mais je pense vraiment que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, encore un autre exemple, mais là je vais peut-être passer la parole, si tu veux bien, à Peter pour que tu nous parles un petit peu de la relation qu'il pourrait y avoir à la stéréoscopie, hein, si tu veux. Je te passe le micro tout de suite. Pour moi, c'est une relation très personnelle, mais c'est surtout la réception de la stéréoscopie qui m'intéresse comme phénomène, et même la stéréoscopie d'avant la photographie, parce que les jalons existaient déjà dans l'écartement que vous pouvez voir entre, par exemple, l'immeuble dans le fond et la personne qui est au premier plan, un déplacement qui permet de voir les choses situées dans l'espace par le biais de points homothétiques. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est, et puis bon, il faut faire l'expérience de la stéréoscopie pour le constater, c'est d'abord avec la visionneuse que vous voyez en haut à droite, c'est un dispositif individuel. On rentre dans un monde théâtralisé quand on applique cet instrument au visage. On commence à lire des photographies stéréoscopiques, non pas par le cadrage, qui n'est pas le même à gauche et à droite, comme vous pouvez le constater, mais par le centre. Il y a une sorte de seuil, et on découvre, non pas, comme certaines personnes le disent, non pas simplement des plans découpés qui se superposent, mais aussi, comme les deux lignes qui sont en perspective, qui sont devant, des choses qui sont en continuité, en profondeur dans l'espace. Donc viennent interférer un certain nombre d'épiphénomènes. S'il y a un petit grain, un petit éclat dans le papier photographique, une fois l'observation faite, ce petit grain se met en place dans l'espace. C'est-à-dire, soit en faisant comme un trou, soit en faisant une chose qui flotte, en tout cas, dans l'espace stéréoscopique. Il est de même que la simulation que l'œil peut faire avec la couleur du fond, et ce qui vient à la rencontre du fond, à gauche et à droite, où la perception du cadre se met en espace aussi. Toutes ces choses-là sont autant d'exemples pour comprendre comment l'œil s'applique, l'intelligence innée de l'œil qui réfléchit ces images avant de les renvoyer au cerveau, comment ce mécanisme était au moment de problématisation de la biomorphie, une illustration directe d'une forme de filtre, le filtre, on va dire, optique.
on va continuer ce petit tour d'horizon. Là, ça c'est une image, une série d'images que Jean-Michel Durafour voulait proposer, puisque c'est un spécialiste en esthétique du cinéma. Et donc, lui, pour des raisons qui sont parallèles à celles que vient de donner Peter, il voit le biomorphisme comme quelque chose de très très important dans la naissance même du cinéma, quand on passe par l'analyse du mouvement et d'une perception de la forme en mouvement. Parce que, alors d'un côté, vous avez en haut à gauche et en haut à droite des réalisations de Edward Muybridge. Donc la manière dont le zootrope, hein, cette machine que vous voyez à droite, qui en tournant permettait de voir le mouvement des images qui s'animaient sous les yeux, un dessin animé d'une certaine manière, et la manière dont, contrairement à Marais, il séquence les différentes étapes du mouvement du cheval, alors que Marais a tendance à les emboîter les unes dans les autres pour créer une continuité visuelle du mouvement. Mais alors voilà je vais vous lire ce que dit Jean-Michel Durafour à ce sujet-là. Ici, la science, tout part d'une querelle sur la position d'un cheval au galop entre Marais et les artistes de son temps, aboutira à tout à fait autre chose après bien des détours. Mais l'idée, c'est que tout cela trouve son origine, ou une origine décisive, dans le champ biomorphique. Le cinéma est un art darwinien, car c'est un art des transitions, des substances évanescentes, du mouvement non restreint au corps qu'il traverse. Il n'y a plus passage d'une forme à une autre, mais partout, entre tous les êtres, la même forme animale qui change. Donc, c'est pas pour rien que pour lui, la relation du mouvement à la forme animale est complètement centrale comme facteur du côté d'un biomorphisme qui aurait influencé énormément l'invention du cinéma. Alors, on va continuer notre petit tour d'horizon pour ne pas être trop long. Parallèlement donc à ce champ d'invention scientifique et le champ de l'influence photographique, il faut quand même pas oublier que dans cette notion de biomorphisme, Peter le disait tout à l'heure, elle est bien antécédente à l'éclosion même du terme, puisque quand Aby Warburg décrit la danse du serpent chez les Hopis, hein, lorsqu'il va sur place, il parle beaucoup du serpent éclair. Vous en voyez une image au sol à droite. Et le serpent éclair, si ce n'est pas une projection biomorphique pour une représentation symbolique du monde, on y est déjà en plein, surtout qu'il traduit symboliquement les actes d'un rituel très très précis chez les Hopis. Là, je vous renvoie à la lecture de Warburg par rapport à ça. Donc c'est un moment où on commence à lire même les formes qui correspondent à des formes de civilisation autres, comme étant ancrées dans une relation animiste et symboliste au monde qui passe par un biomorphisme, et on en a plein d'exemples après, si on regarde les dieux égyptiens, etc., on est assez proche de ce que Warburg met à jour autrement. Alors on continue par rapport à ça. Alors là, peut-être que Peter veut en dire deux mots aussi, par rapport à l'importance de l'architecture, de l'imaginaire biomorphique au début, si tu veux bien. Il y avait des précédents dans l'art, je ne connais pas très bien la chronologie, et je suis à peu près incapable de repérer. Là, d'accord. Il y a une préfiguration dynamique, on va dire, dynamisant dans l'art décoratif de la fin du 19e siècle, avec des artistes en Allemagne aussi, qui étaient à la limite entre le décoratif et la sculpture pure. On voit des systèmes d'entrelacs, de formes, de plantes grimpantes, des choses comme ça, qui vont se concrétiser plus tard, et peut-être, je ne sais pas si on peut dialoguer à ce moment-là,
avec des formes dynamiques qu'on va retrouver dans le futurisme. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, sinon ça va être un petit peu long. Oui, là, pour ne pas être trop long, on va peut-être se contenter maintenant de passer quelques images de réalisation artistique qui montrent l'influence croisée de tous ces phénomènes dans la peinture et dans la sculpture et dans les arts en général. Alors oui, on commence pas forcément par Hans Arp, et qui va arriver après, mais peut-être par Kupka, qui, dès 1906-1909, commence à utiliser dans sa peinture l'image d'un corps déformé dans l'eau. Donc là, on est déjà dans une influence photographique, c'est certain, mais on est aussi dans une perception du monde par la déformation d'un corps dans l'image naturelle, dans l'eau. Et ça déclenche une première approche de l'abstraction non figurative donc, chez lui, avec amorpha, sans forme, amorphe. Donc vous voyez comment on passe de l'un à l'autre, informe, amorphe, on y est déjà avec Kupka. Et moi, l'exposition que j'ai vue il n'y a pas longtemps au Centre Pompidou n'a fait que me confirmer. Chez Kupka, déjà, on trouve une influence biomorphique certaine liée à tous ces phénomènes. Alors voilà là, une autre approche sur laquelle Peter va peut-être nous dire deux mots. Il me semble, mais là c'est quelque chose, c'est mon analyse, qu'il y a deux courants dans le proto-biomorphisme, si on veut. Il y a la partie dynamique qui serait l'héritage des images qu'on vient de voir, de Gaudi, de l'Art Nouveau, et une autre partie qui est plutôt héraldique et qui est incarnée, mais uniquement par Arp, dans cette série extraordinaire de reliefs. Et au passage, il y a une petite chose qui relie ces deux images. À gauche, il ne s'agit pas de collage, mais d'épinglage. On voit assez nettement les têtes de punaises. La punaise était inventée une quinzaine d'années avant cette image, cette photographie. Et dans la première version, parce qu'il y a deux versions du relief en bois peint que vous voyez à droite, on voit les têtes de vis. C'est-à-dire, c'est un moment où les moyens sont mis en avant parallèlement à des formes et qui, pour moi, dénotent un début, une forme de modernité qui comment dire, divise la partie précédente de la partie qu'on pourrait appeler plus contemporaine. On va voir d'autres images par la suite. Donc de différentes parties. Bon, à gauche, Aubrist, donc je parlais de sculpteur à la limite entre les arts décoratifs et la sculpture. Puis à droite, trois morceaux de Boccioni, puis un détail d'un relief en bois. C'est intéressant de souligner le matériau, donc de l'origine naturelle du matériau. Et ce qui me paraît intéressant dans cette configuration, si on compare par exemple à droite la tête de la figure, c'est des formes qui sont issues d'une avancée à vitesse constante, alors que les formes qui sont issues de la partie des jambes, le bas des jambes, la partie qui, quand on marche, accélère et décélère, donne naissance à toute une autre sorte de suite de formes qui sont, elles, dynamiques et qui sont issues de l'accélération. Et en ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans la forme dynamique, particulière, biomorphique, que là, on voit très nettement. On va passer un peu plus vite, hein, pour que là, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'art du XXe siècle, parce qu'on voulait un petit peu insister sur la diversité de ce qui a pu faire traverser
le XXe siècle par cette notion jusqu'à nous la faire encore nous la poser aujourd'hui. Donc voilà, hein, le surréalisme avec Art, Miro, Dali, Tanguy, l'influence de Bataille et de la manière dont le bas matérialisme inspire les photos de Boifard, les imageries scientifiques qui progressent, le micro et le macro, la manière dont Blossfeld arrive à faire des gros plans de plantes qui deviennent un peu hors d'échelle et montrent leur structure, etc. On ne va pas dévider le catalogue au-delà de ça. Là encore, on voit des formes qui, de manière très très différente, entre Harpe, le premier Picasso, en haut, sculpture zoomorphe, puis on passe à métamorphosis, métamorphose. Oui, ce glissement qui s'opère en permanence quand on cherche à donner vie à des formes autonomes en lien avec les formes du vivant, ça part dans tous les sens. Et jusqu'à à droite, une sculpture de Barbara Epworth, donc encore en 1966, là, hein, qui nous propose des formes qui sont affiliées à la graine, à la tension, à des choses, à des forces qu'on retrouve dans la nature. Le catalogue serait sans fin. Voilà, pareil en peinture, on va passer vite, sinon on va passer toute la fin d'après-midi là-dessus. Des exemples, on pourrait en trouver en cinéma, en peinture, de manière totalement diversifiée. Voilà, encore pareil, si on débobine jusqu'en 1982 avec quelqu'un comme J. Hayot, l'émergence de la forme, il en était déjà question dans d'autres tables rondes pour des raisons différentes. On le retrouve encore en peinture à partir de formes animales. Qu'est-ce qui fait qu'à droite c'est un ours blanc alors qu'on ne le reconnaît pas? C'est parce qu'il y a une empathie avec cette forme peut-être, ou une manière de faire émerger une forme qui devient une forme animale. Alors là je vais passer, hein, vous reconnaissez au passage des noms que vous pourrez éventuellement... Alors on va peut-être s'arrêter 2 secondes sur Robert Morris, parce qu'il va permettre peut-être, in fine, à Barbara Sarraud de parler par rapport à la danse. Donc Morris, hein, je vous rappelle que quelques années avant qu'il fasse ses formes avec les feutres suspendus, donc qui sont jamais de la même forme selon le clou auquel on les accroche et selon le lieu, il faisait des cubes minimalistes qu'il donnait à l'expérience du spectateur. Là, avec l'antiforme, il donne au spectateur une réflexion sur la matière qui parle quasiment de l'intérieur d'elle-même par rapport à ses qualités physiques. Le feutre pendouille comme il peut, etc. Alors, on va voir que Robert Morris, le même, s'intéresse aussi à travers la performance ou des œuvres in situ, à la matérialité et à la matière, à la matérialité du corps qui se déplace dans l'espace. On le voit à droite c'est avec Caroline Schneemann, si ma mémoire est bonne, dans la fameuse Waterman Switch, et à gauche, dans des œuvres qui mettent en scène le brouillard. Donc vous voyez, le spectre devient très très large. Et là où je vais tendre la perche peut-être à Barbara, si elle le veut après pour ça, parler de son propre travail, c'est que il a aussi fait des travaux qui s'appellent les blind time drawings, les dessins à l'aveugle. Et les dessins à l'aveugle, on n'en a pas ici, mais c'est une manière de dessiner en fermant les yeux à partir d'un protocole précédant la fermeture des yeux. Donc comme je sais que tu as travaillé toi aussi là-dessus, tu pourras peut-être le choper au passage tout à l'heure. Voilà, là on va passer, parce que c'est trop long, sauf si après Sylvie veut y revenir. Voilà, là aussi. Là, la limite, on va finir là, juste sur ça, la limite de notre propos, ce sera le bioart. Biomorphisme et bioart, on a voulu ne pas tout mélanger parce que ça concerne peut-être un registre un peu différent. Voilà, donc ici, on va en venir peut-être à la manière dont toutes ces choses se sont dépliées aussi dans l'exposition qui n'est pas très loin d'ici, avec une première image, hein, c'est ce corail auquel Amélie de Beaufort a fait allusion, je crois, ce matin, qui est dans sa collection et qui est dans l'exposition, et qui serait une sorte de concurrent entre la forme naturelle
et la forme artistique, quand on les met ensemble, ils commencent à dialoguer, à s'établir un dialogue qui devient assez passionnant entre qu'est-ce qui fait le plus art, mais là c'est un autre débat, entre la forme naturelle et la pensée conceptuelle d'un artiste. C'est simplement qu'on va y trouver dans le dialogue une manière de les mettre en relation, la mise en relation. Et donc là, je vais peut-être te donner la parole. Alors Sylvie, comme ça, tu vas ouvrir la deuxième partie de cette table ronde. Merci. Donc un petit peu pour conclure sur ce chapitre du biomorphisme historique, hein, et puis aussi essayer de faire une transition avec les travaux des artistes présents dans l'exposition, je voulais revenir sur quelque chose qui est perçu un petit peu comme une opposition classique, hein, dans l'analyse de l'art moderne, qu'on retrouve souvent, en particulier dans un livre assez connu sur le biomorphisme historique qui s'appelle « Le cercle et l'amibe », qui a été écrit par une historienne d'art qui s'appelle Kitemi Maldonado. Donc il y a cette opposition entre carrément canonique entre le droit et le courbe. Et donc il me semble, hein, je suis presque sûr qu'aujourd'hui, hein, cette opposition du droit et du courbe est quelque peu dépassée, hein, pour ne pas dire qu'elle est carrément obsolète. Alors pour vous donner des exemples visuels, hein, le droit et le courbe, eh bien, ma foi, ça serait l'abstraction géométrique pure et dure du type Mondrian, hein, des verticales, des horizontales et un peu de couleur, hein, mais dans un réseau absolument orthogonal. Et le courbe, eh bien, évidemment, pourrait être représenté par harpe, voilà. Donc cette opposition, hein, me semble-t-il, elle est dépassée, d'une part, pour beaucoup de raisons, mais aussi, à mon avis, pour la principale, c'est quand même, non pas l'émergence de la topologie qui date du milieu du XIXe siècle, mais de la dissémination, hein, d'idées topologiques qui est finalement assez récente, où en fait, en topologie, l'opposition du droit et du courbe, ça n'a pas lieu d'être. Hein. Ce qui a lieu d'être en topologie, c'est la notion de connexité. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un cube et une sphère en topologie, c'est pareil. Hein. Par contre, un tore, ou un beignet, ou un donut, si vous voulez, ça a un trou, hein, donc c'est plus connexe. Et là, ça devient quelque chose d'autre. Et en plus, en dehors de ça, hein, il me semble aussi que la vraie, s'il y en a une, hein, mais la vraie dichotomie, elle ne passe pas entre le droit et le courbe, mais entre ce qui est fixe ou inerte, hein, et ce qui est plastique. Hein, plastique aussi bien dans l'espace que dans le temps, hein, ce qui évolue, ce qui change, hein, ce qui est évidemment la caractéristique du vivant. Voilà. Voilà. Bon, donc je ne veux pas spécialement parler de mon travail, hein, je préfère tout simplement qu'on aille le voir dans l'exposition. Parce que quand même les artistes, moi pour ma part je ne suis pas très forte sur la parole, donc je préfère qu'on voit mes travaux, qui me semblent beaucoup plus explicites, mais je parlais de développement dans le temps, hein, et vous voyez que souvent dans les séries de dessins que je fais, ce sont évidemment des formes en évolution, ce ne sont jamais des formes statiques, hein, il y a une espèce de morphogénèse continue, des formes, hein, voilà, peut-être je passer la parole à quelqu'un d'autre et puis revenir. Tu veux encore montrer des choses? D'accord. Je suis obligé de dire quelque chose sur mes dessins? Bon. Alors, essayons. Donc, moi, on a beaucoup parlé évidemment, biomorphisme, de forme du vivant ou de forme des corps. Alors vous allez me dire, dans les dessins que vous avez à l'écran, là, vous voyez guerre de corps. Mais à mon avis, hein, je parle pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que du corps. Seulement, c'est évidemment pas le corps qui m'intéresse, n'est évidemment pas le corps anatomique, hein, bien que ça m'intéresse aussi, évidemment, que la biologie, que l'embryologie fasse vraiment partie de mes références. Darcy Thompson, Lescure, toutes ces références classiques
de la biologie théorique, font vraiment partie de ce qui me nourrit. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce corps, le corps-objet, tel que le traitent les sciences naturelles, ou l'anatomie, ou la médecine, ou la biologie, telle qu'elle se pratique, en particulier la biologie de type réductionniste. Ce qui m'intéresse, c'est le corps perçu de l'intérieur, ce qu'on pourrait appeler le corps phénoménologique. Et donc, ce que j'essaye de faire, modestement, dans mon petit travail, c'est d'explorer les formes de ce corps phénoménologique, et surtout, évidemment, de ses variations, parce qu'il est éminemment variable dans le temps et dans l'espace. Voilà, je ne dis pas plus. Alors donc, on va terminer, je pense, sur une présentation très rapide avant de revenir tout de suite à vos questions. Le travail de Barbara à travers la manière dont elle a envisagé, c'était pas à l'aveugle cette fois-ci, mais elle pourra peut-être choper la balle au bon dans le travail qu'elle a mené dans l'exposition et à l'origine avec Julie Pelletier. Puis Peter nous en parlera aussi, puis je finirai avec quelques mots sur mes propres réalisations. Barbara, si tu veux prendre peut-être ton... Bonjour. Bien, dans la proposition de l'exposition, j'ai été invitée par Julie Pelletier au départ. Et la proposition était de travailler avec sa matière filet. Donc on a passé beaucoup d'expériences autour de cette matière et du corps dansant. Qu'est-ce qui questionnait le temps, la représentation, la matière du toucher par rapport au spectateur, est-ce qu'il pouvait rentrer dans l'espace, etc. Donc il y a eu beaucoup de réflexions autour de ce corps et ces corps. Et puis, au fil du temps, dans le temps qui a été posé de mettre ce filet sur l'espace, il m'a semblé que c'était pas juste aussi de ne pas mettre ce corps, qui était le mien, en l'occurrence, sur l'espace tout entier pour questionner le vivant de ce corps qui était aussi la danse qui pour moi est mon registre en fait. Donc aussi dans mon parcours j'ai eu plus des espaces pour on peut dire académique en fait sur ce corps qui représente un espace. Donc on parle toujours du 4e mur, donc dans un théâtre, donc comment on expose ce corps. Et puis au fil du temps de mes accidents dans ma vie, j'ai questionné ce qui pouvait être ce corps qui danse dans des lieux différents. Ça peut être des magasins, ça peut être la rue, ça peut être des expositions. Et que fait le spectateur au travers de mon geste du vivant. Donc j'ai aussi travaillé beaucoup en Afrique, et en Afrique il y avait aussi cette expérience de fermer les yeux des heures pour relater de la question d'avoir des contraintes de sens et d'imaginer que si je ne vois plus, donc je ne suis pas aveugle évidemment, mais comment ma perception se déplace. Et aussi comment je déplace la perception du regard par rapport au spectateur. Et donc tout dans le travail de ce qui s'est exposé en fait au fil du temps du biomorphisme, j'ai questionné la notion d'être en sauvage en fait, de ne pas exposer très dans des dates fixes, de dire voilà il y a une performance qui pour moi n'apparaît pas comme une performance mais comme un objet chorégraphique. Et de ce terme-là, d'exposer ce corps, mais pas dans des temps communiqués. Donc ça veut dire aussi des spectateurs qui ne savent pas que ce corps est là. Donc ça, évidemment, ça expose des variations du regard du spectateur, pour la raison que parfois il ne sait pas qu'il y a un danseur qui est là, dans une immobilité ou pas, etc. Donc ça va chercher des relations différentes à la notion du spectacle.
Donc voilà, c'est plutôt ce service qui me questionne. Je ne sais pas, je pense. C'est toi qui vois. Non, mais je pense que... Merci. Bon. Alors peut-être qu'on va continuer l'exploration du biomorphisme par les artistes de cette exposition. Je vais donner la parole tout de suite à Peter, en mettant tout de suite ces images à l'écran. Et voilà, je te donne la parole. Mon entrée, je pense, dans la notion de biomorphisme venait d'une expérience très jeune de parcours de jardin. Et donc, de la possibilité d'identification de plantes comme étant des points, à la fois des objets physiques, mais aussi des points dans un parcours. Et puis, dans certains jardins plus spécialisés, où il y avait des collections botaniques, de la notion de l'accumulation. Et là, vous voyez une accumulation. Un parcours imposé, comme on peut avoir dans beaucoup de jardins. Un parcours mémoriel aussi. C'était la chose qui était restée en arrière-plan, on va dire, dans mon imagination pendant les années sans être précisé. Et puis, après, un intérêt, tout comme Sylvie, je pense, pour une approche par le corps des objets. Pour moi, sur deux registres, à la fois de la manipulation des matériaux par le modelage, qui est quelque chose que j'utilise très souvent dans la mise en forme des objets que j'expose, mais aussi par l'optique. Donc le croisement, comme de ce que Merleau-Ponty appelait l'objet intersensoriel, la rencontre entre le tactile et le visuel. Et cette première partie de ce que je propose à côté, parce que c'est des photographies de l'exposition actuelle, c'est un parcours où il y a tour à tour les objets qui sont, là vous voyez à cet endroit-là, une loupe qui est fabriquée par thermoformage à partir d'un dessin que j'ai découpé dans une feuille d'un matériau. Donc il y a un développement d'une forme optique qui vient d'une opération manuelle. Un peu plus à gauche, encore. Stop, là. Ah, voilà. Voilà ce que j'ai montré hier soir. Et donc ça, c'est juste un exemple. Donc la coïncidence entre le tactile et le visuel donne une forme possible d'un déploiement d'une collection d'objets qui sont des objets qu'on peut appeler, disons, minorés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fabriqué des grands objets singuliers qui me satisfaisaient de moins en moins. Et il y a à peu près 25 ans, j'ai commencé à remettre en valeur, on va dire, des petits objets que j'avais mis de côté, les choses qui étaient plus passagères, des échantillons, des essais, des choses comme ça. Et lors d'un changement de lieu, d'atelier, j'ai commencé à étaler sur une étagère ces choses. Et par toute une série d'opérations, d'inclusion de séries historiques, j'ai fabriqué une pièce qui inclut des objets que j'ai fabriqués depuis, pour les plus anciens d'entre eux, de 1968, je crois. Donc ici, c'est un extrait de ce parcours qui peut faire peut-être 60 mètres si je prenais la collection tout entière. À un moment donné, disons, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser plus
spécifiquement à l'histoire de l'empathie, de théoriser aussi ce que j'ai pu constater par le modelage. Et c'est aussi par ce biais qu'il y a un fond, un filtre. C'est assez difficile à expliquer. J'avais essayé avec la table ronde hier de trouver quelques mots. Quand il y a une expérience empathique, on n'est pas obligé de travailler dans une relation sujet-objet. Il me semble qu'il y a une possibilité d'une porosité de sentiments par rapport à un milieu. Et que ce milieu, dans ce milieu, il y a des gradients. Donc, il ne s'agit pas de mettre une ligne autour, de circonscrire un objet, et que ce milieu est constitué pour moi en grande partie par un sens biomorphique. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement. C'est quelque chose qui est distillé à propos de ce que je constate à partir, par exemple, de la vision stéréoscopique ou de l'expérience optique ou tactile, comme je vais montrer hier soir, d'une sensibilité, d'une forme de sensibilité au monde qui se met en place comme un filtre. Et ce que j'essaie de faire communiquer par le dispositif que j'utilise avec des intervalles entre les objets qui sont issus de processus très différents, c'est distiller ce sentiment, de pouvoir communiquer ce sentiment et de laisser le spectateur faire cette opération entre porosité, milieu et par un gradient qui est envahissant, on va dire. Moi, je vais réagir un peu à ce que vient de dire Peter, parce que ça va nous amener, je vais encore montrer une image de son travail. Là, voilà. Et on a constaté, au travers de nos discussions, que ce soit avant, lors de séminaires où on parlait de notre travail avec des scientifiques, chacun d'entre nous, en fait, et la manière dont on a monté l'exposition avec Karine Graff, qui est là et qu'on remercie tous. Et on a constaté, par rapport à ce que dit Peter, que l'approche biomorphique aujourd'hui, contrairement peut-être, alors je ne sais pas ce que va en penser Edward Joller, je ne sais pas s'il est encore là, qui lui a analysé, un peu comme Maldonado, mais pour des raisons différentes, l'émergence du biomorphisme dans l'art moderne, on va dire. Aujourd'hui, il s'est tellement ramifié par rapport à des préoccupations, alors on va les citer, empathiques, écolo, politiques, etc. Tout ce qui a accompagné les tables rondes précédentes, qui se diffusent dans nos travaux. On a vu que tout ce qui nous intéressait, c'était ce que l'art des années 30 n'avait pas fait du biomorphisme, c'est-à-dire une manière de percevoir par des détours, des filtres, des relations entre l'objet artefactuel et l'objet modelé, comme chez Peter, dans la manière dont il en a parlé, ou par des entrées qui allient le corps et des modèles qu'on pourrait prendre pour des modèles simplement mathématiques, alors que Sylvie n'arrête pas de répéter qu'elle s'en fout de savoir si ces formes sont exactes sur le plan mathématique, c'est pas le problème. Et cette relation par détour, par utilisation multiple, qui fait que la vie des formes et les formes du vivant deviennent un réseau absolument inextricable, je pense que c'est aussi ce qui traverse, c'est une des choses qui traverse toute l'exposition, ça. Et moi, j'en ai trouvé des racines, c'est vrai, chez des gens comme Robert Morris, mais on a vu que l'arborescence est tellement immense. Alors, avant de vous donner la parole, je vais simplement finir, si je retrouve mes propres images. Voilà, donner 2-3 pistes qui sont complémentaires de ce qui vient d'être dit là, par rapport à des images de l'expo. Alors la première des œuvres que vous avez peut-être remarqué en entrant à gauche, c'est ces très grands dessins sur calque qui, sur cette image, paraissent opaques parce qu'il fait nuit dehors et que c'est éclairé dedans. J'aurais pu montrer une autre image où c'est l'inverse qui se produit. On a l'impression que les formes flottent devant les fenêtres parce que la lumière vient du dehors. Et en fait, matière grise, pourquoi ? Parce qu'on est au point d'indifférenciation dans ces dessins qui sont faits moitié à la main.
moitié à l'ordinateur, et qui sont hyper composites, même si la forme paraît unitaire. Dedans, il y a des morceaux de stromatolite, des formes archaïques du vivant, moins 3,5 milliards, donc pour ça, des lichens et de la peau de rhinocéros qui prennent toute l'apparence, on dirait indifférenciée, à cette limite avec l'inerte. Et ça, c'est une des choses qui m'avait beaucoup impressionné dans l'intervention de certains scientifiques dans nos discussions, c'est qu'on finissait par s'y perdre entre les arborescences de l'inerte et les arborescences du vivant. Donc là, je la fais courte, c'est un élément que je donne comme piste possible pour mon propre boulot. Deuxième image, là, je n'ai pas la version animée, puisqu'il s'agit de trois projections vidéo indépendantes qui tournent à des rythmes différents. Et je ne vais pas vous imposer 18 minutes de contemplation du cycle, mais ces trois formes ne sont jamais ensemble avec la même forme au même moment, puisqu'elles n'ont pas la même durée de mouvement, qui est très lent. Et donc, elles oscillent entre quelque chose qui deviendrait une forme animale, mais on n'y arrive jamais. C'est pour ça que ça s'appelle improbable genèse, c'est qu'à chaque fois qu'on croit voir apparaître, ah c'est un rhinocéros, il repart en arrière et on n'y est jamais. Donc une sorte de jeu poétique par rapport à la morphogenèse. Voilà, je voulais finir sur une autre image. Voilà la dernière, qui est aussi une animation vidéo qui dure 2 minutes 30 en boucle, juste un photogramme. Donc là, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Mise en conformité de quoi? Une petite sèche qui vole dans le noir, de face, avec ses tentacules bien regroupés, ses petites jupes qui bougent, explose. Et après l'explosion, elle se transforme en avion de chasse. Mais l'avion de chasse, il est comme un kraken sous l'eau. Et donc c'est ce jeu mis en conformité de quoi? De l'animal par rapport à la machine, de la machine qui redevient monstrueuse, et la métaphore de l'explosion, quoi. Tout ça explose joyeusement. Voilà, donc c'est une manière finalement de parler de la survie, tout ça, chez moi. Toutes les formes que je perçois dans la nature et par rapport au technologique et ou par rapport à l'inerte, émergence, disparition, survie de toutes ces formes dans une période inquiète. Et évidemment, il y a un arrière-plan dans toute l'exposition, pas seulement dans mes boulots. Pour moi, elle est éminemment politique, cette exposition. Parce qu'elle a une perception de la forme. On en a parlé avec la crise écosystémique, autour de ce que disaient ce matin Baptiste Morisot et Maël Montéville. Moi, je pense qu'on est en plein dans une monstration à travers des formes artistiques de ces questions-là. Dans toute l'exposition, ça traverse. On a besoin de revoir les choses par une manière de concevoir les formes qui sortent d'un formalisme, quel qu'il soit, et qui aujourd'hui a besoin de trouver de nouvelles voies. Pardon ? Oui, pour prolonger ce que dit Jean, moi aussi, je trouve qu'il y a, par-delà la diversité des boulots dans l'exposition, il y a vraiment, je pense, une unité de pensée sur cette idée fondamentale que l'esthétique n'est pas limitée à l'art. De toute façon, moi, je tiens absolument au sens étymologique, grec, d'aesthésis. L'aesthésis, c'est la capacité que nous avons de sentir et d'avoir une relation au monde. Et cette aesthésis, c'est la relation première que nous avons au monde. Et ça, je pense que si les artistes, il faut qu'ils le disent et le redisent et le répètent. Je passe la parole à Peter qui veut rajouter quelque chose, et puis après on va dialoguer avec vous. Donc, encore. Voilà. Ici, c'est une pièce que c'est assez clair dans cette pièce. Il s'agit de paires de gants en coton. Donc, les gants en coton, il n'y a pas de main gauche et de main droite, c'est déjà intéressant. Et c'est des gants en coton que j'ai achetés
et dans lequel mes mains rentraient sans problème. Donc l'opération qui consiste à les transformer, à les faire disparaître finalement, c'est un tour de main. D'abord, je mettais les gants et je plongeais mes mains dans un bain de porcelaine liquide. Ensuite, je faisais l'expérience, on va dire, tactile du passage de la porcelaine à travers le tissu vers mes mains. Ensuite, j'enlevais et quelquefois je mettais à l'envers ces gants pour les remplir de nouveau de la porcelaine liquide et puis de les modeler. Donc il y a une opération de première main, de retournement, de ce qu'on appelle biologiquement d'invagination quelquefois, ensuite de modelage, c'est-à-dire je modelais avec mes mains ce qui avait doublé mes mains. Donc il y a une notion de seconde main qui parcourt, qui est un petit peu partout présent. Et puis il y a une forme de mise en frontalité que je faisais à l'horizontale, comme Pollock qui peignait à l'horizontale, mais pour mieux les mettre verticales à la suite, c'est-à-dire qu'en les tirant avec une pointe qui faisait, comme vous voyez, une sorte de comme une petite oreille, qui est un hommage à l'art auriculaire de la période maniériste, et puis un percement qui permet de les monter sur un clou par la suite. Donc, ces mains sont rentrées ensuite dans un four chauffé à 1260 degrés, enfin dans un premier temps dans un four qui éliminait complètement le coton, éliminait complètement la partie bio, on va dire, pour laisser que la partie morphe, et ensuite dans un deuxième cuisson de porcelaine haute température qui durcissait ces choses qui sont devenues du coup des sortes de fantômes et qui me permet, à travers une répétition, à travers une opération de quinconçage, si ça se dit, d'installation quinconce, de représenter de seconde main de toute une série de choses qui sont semblables mais qui ne sont pas les mêmes, et on va dire, passer la main à la fin dans une opération qui consiste à les exposer. Bon, je pense que c'est assez pertinent. Il y a du corps, et il y a du corps dans la porcelaine. La porcelaine, l'origine du mot porcellanus vient de l'anus de porcelet, le mot en portugais, paraît-il, qui décrit les coquillages qu'on appelle des porcelaines, et qui, par extension, la substance, la porcelaine. Donc vous voyez qu'il y a peut-être aussi du corps de ce côté-là, évoqué dans certaines des ouvertures qui sont là. Il y a du corps dans le sens où il y a un passage de main, mais aussi dans le fait, qui est assez fascinant, et là je termine là-dessus, que dans la cuisson de porcelaine, il y a une réduction de 20%. Donc ces gants-là ne me vont plus. Même si j'arrivais à les mettre, ce sera 2 tailles, 3 tailles, trop petit pour moi. Donc il y a ce passage par le feu qui permet de les rendre fantômes, mais aussi, avec un changement d'échelle, de les proposer à un autre corps qui est projeté, le corps de quelqu'un d'autre. Barbara veut nous lire quelque chose pour finir, ce sera très bien. Je voulais juste vous offrir une petite citation en fait de ce chorégraphe danseur Hamaguchi, Dialogue avec la gravité. Il finit dans son texte sur entre les deux côtés, entre le regardant et le regardé, quelque chose doit advenir. Vers quoi tend le corps dans son dialogue avec la gravité? Et c'est parce qu'il n'affronte qu'une absence que le corps est là, comme ce qui rend présent le monde. Merci Barbara. Voilà, nous
très succinctement, on a balayé un siècle d'art à notre manière, avec nos entrées totalement partisanes et en faisant des choix sur les origines du biomorphisme, qui ne sont pas forcément celles d'ailleurs qui lisent l'art moderne. Voilà. Donc à vous.